rejoint l'équipe de 100% Nouvelles. Alors, on rejoint Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Bonjour, Mario. Bonjour. On va aborder l'histoire du Vieux-Montréal et tout ça, les Airbnb, les locations à court terme. Mais d'abord, ma collègue Elisabeth Laplante, qui est sur place et qui a rencontré le propriétaire de l'immeuble en question. Elisabeth, vous m'entendez bien? Oui, je vous entends bien. Sylvain, précision, c'est l'avocat du propriétaire de l'immeuble. Voilà, son avocat qui s'est adressé à nous. Exactement. On s'était présenté, nous, au bureau de Maître Émile Benamor, propriétaire donc de cet immeuble qui a été la proie des flammes jeudi dernier. Incendie, rappelons-le, là, dans lequel 7 personnes ont été portées manquantes. L'une d'elles a été retrouvée. Un corps a été extirpé hier. Il y a toujours 6 personnes qui sont portées manquantes. Et on a rencontré son avocat, donc, à ce propriétaire qui a accepté de nous accorder une entrevue. Et je vais vous le faire entendre, là, Sylvain. Il répond à plusieurs questions, évidemment, d'après la version de son client, faut-il le rappeler, plusieurs questions qu'on se pose depuis 4 jours, à savoir, est-ce qu'il y avait des avertisseurs de fumée, par exemple, fonctionnels dans l'édifice? Est-ce que l'édifice était conforme? Est-ce qu'il y avait eu des inspections récentes? Tout de suite, là, je vais vous laisser entendre un extrait de cette entrevue qu'on vient de réaliser. Il collabore déjà avec il a été rencontré déjà par les autorités. Il a collaboré déjà, il a déjà fourni une déclaration, il a déjà fourni un plan d'aménagement de l'intérieur. On attend toujours qu'on ait d'établir la cause de l'accident, de l'accident. On veut connaître la trajectoire du feu, les raisons. Présentement, il n'y a que des spéculations. On ne peut pas écarter aucun scénario, mais présentement, la police ne nous a pas indiqué la source. Mais il y a des questions qui se posent sur la conformité de l'immeuble. Vous dites qu'il y a des plans qui ont été soumis. Est-ce que c'était conforme aux normes d'incendie, cet immeuble-là? Est-ce qu'il y avait des avertisseurs de fumée? Bien, moi, l'information que j'ai, c'est que oui, il y avait des avertisseurs de fumée dans la plupart si ce n'est pas la quasi-totalité des appartements. D'ailleurs, vous pouvez le voir quand vous allez sur les annonces des appartements qui sont à louer pour le 1er juillet. C'est tous des appartements qui étaient offerts pour des baux annuels. Et sur les images qui sont disponibles sur Facebook, on voit très bien que dans les appartements, il y a un détecteur de fumée et de gaz. Fonctionnels, les avertisseurs de fumée? Bien, à partir de ce moment-là, c'est la responsabilité de chaque locataire. Là. Si votre détecteur de fumée dans votre appartement sonne et que vous ne changez pas la batterie, c'est difficile pour un propriétaire de s'en enquérir. Là. Mais disons qu'on les voit très bien sur les photos. Je pense que le bâtiment est aux normes. Le bâtiment, c'est un bâtiment qui est assuré. C'est un bâtiment qui a eu des interactions avec la Ville de Montréal dans le passé. Il n'y a aucune raison de douter de la conformité du bâtiment, mais il faut parler d'un bâtiment qui date de plus ou moins 200 ans. Donc, c'est certain que ça n'a rien à voir avec un bâtiment là, au goût du jour. Là. Donc, c'est la réalité. Là. Mais une des informations qui a émané, c'est que dans l'un des logements, il y a une des jeunes femmes qui aurait victime, qui est manquante, là, qui aurait contacté le 911 et dit qu'elle n'était pas capable de sortir, que dans l'endroit où elle se trouvait, il n'y avait pas de fenêtre. Cet appartement-là aurait été loué par le locataire de façon illégale sur Airbnb. Et je sais qu'il y a plusieurs journalistes présentement, puis la police s'intéresse à ce dossier-là. Un appartement, pas de fenêtre, à ma connaissance, je pense pas que ce soit conforme. Bien, je veux dire, il va falloir que vous pouvez le voir. L'appartement, là, il est en ligne. Là. Vous voyez qu'il y a comme 3 fenêtres qui ne semblent pas donner sur l'extérieur. Là. Vous allez le voir. Je pense que vous faites référence à l'appartement 206. Nous, on attend d'avoir... on a voulu aider les policiers à établir la cause de l'incendie. On est prêt à collaborer avec eux. J'ai relancé la police pour essayer de les aider à établir les faits. Je n'ai pas eu de retour de la police. Donc, nous, on ne peut pas faire plus que d'avoir collaboré, de vouloir collaborer. Est-ce que votre client louait certains des logements sur Airbnb? Non, aucun. Mon client louait aucun appartement sur Airbnb. Bon, vous l'avez entendu, là, cet avocat donc du propriétaire de l'édifice, Sylvain, qui, à certains instants, là, on le comprend, renvoie la balle à des locataires de cet édifice, mentionne là, que ce n'est pas le propriétaire qui faisait, semble-t-il, la location de certains de ces logements sur Airbnb. Dit que les retours aussi de la part des autorités policières là, sont de moins en moins fréquents là, depuis que son client a collaboré, fourni une déclaration selon ce qu'il nous dit.
ça, c'est intéressant aussi. Il dit que selon lui, là, à sa connaissance, l'immeuble était conforme. Il nous a aussi mentionné là, qu'à sa connaissance, il n'y avait pas d'avis de non-conformité émis donc par le palier municipal concernant donc cet édifice là, qui a été la proie des flammes jeudi. Et je mentionne en terminant qu'il n'a pas fermé la porte à ce que son client nous fasse une déclaration ou nous accorde une entrevue au cours des prochains jours. Ce sera à suivre. Merci, Élisabeth. Alors, on retourne dans les studios de Cube Radio avec Mario Dumont. Bon, Mario, tu as entendu la déclaration de l'avocat du propriétaire. Toute la question finalement des logements à location, des logements à court terme, justement. Donc, ça semble carrément le Far West. Là, je lisais des données. 95 des 12 000 logements affichés à Montréal seraient illégaux, par Airbnb seraient illégaux. Alors, c'était illégal de le faire, mais même ailleurs, c'est illégaux. Ça semble vraiment carrément le Far West. Là. Mais Québec et Montréal ont chacun des responsabilités là-dedans. On l'a vu avec la ministre tantôt. C'est quoi ta position là-dessus? Oui, mais clairement, la loi ne s'applique pas à l'heure actuelle. En fait, j'ai même l'impression que même des gens qui pourraient aller chercher leur numéro de conformité, là, qui auraient la possibilité de le faire, s'encombrent même pas de ça. Ça semble être vraiment... quand une loi n'est pas suivi dans des pourcentages aussi élevés, il faut conclure que tous les gens qui sont dans le milieu ont tiré la conclusion que c'était pas nécessaire de s'inscrire, que la loi, s'il y avait tout simplement pas d'inspecteur, et donc que la loi, dans les faits, s'appliquait pas. Il y a plusieurs types d'enjeux ici. Bon, là, on a les propos là, bon, c'est quand même un fait important que le propriétaire de l'édifice ne louait pas lui-même des Airbnb. C'est un fait majeur parce que dans Airbnb, Sylvain, il y a vraiment deux catégories. Il y a la catégorie des gens qui en font, je vais dire, une business, là, qui en font une affaire. Donc, peuvent s'en acheter 1, 2, 3, 4, puis des fois, avec les revenus qu'ils font sur les premiers, bien, ça leur fait une mise de fonds pour en racheter d'autres. Donc, on se bâtit un petit empire, là, et puis il y en a plusieurs qui l'ont fait. On se bâtit une petite entreprise de location court terme. Il y a aussi le fait, par exemple, moi, je peux avoir un condo à Montréal. TVA décide, Mario, on va t'envoyer en poste à Paris pour la prochaine année pour suivre l'actualité. Je veux pas vendre mon condo parce que j'ai l'intention d'y revenir. C'est ma résidence principale, c'est mon lieu de résidence. Je le loue en attendant. Et là, je peux le louer sur du court terme. Et là-dessus, le gouvernement du Québec a voté de nouvelles règles l'an dernier qui font que si t'en as juste un, puis c'est ta résidence là, principale, que toi, t'es 4 mois en Floride ou t'es à l'extérieur pour le travail, ou même tu passes un mois en vacances l'été, tu dis, tiens, moi, je m'en vais un mois en France pour l'été. Pendant ce mois, je vais rendre ma résidence disponible au Québec, à Montréal ou ailleurs. Ça, c'est une autre affaire. Mais dans tous les cas, il faut respecter un minimum la réglementation. Et dans le cas là, je reviens à l'exemple de quelqu'un qui s'en fait une entreprise. Bien là, il y a carrément des secteurs où il y a un zonage qui l'interdit. À Montréal, par exemple, là, dans ce cas-là, on ne pourrait pas. Dans le Vieux-Montréal, dans plusieurs secteurs, on ne pourrait pas. Pourquoi? Parce qu'il y a crise du logement. Pour toutes sortes de motifs, la Ville a décidé qu'il y a des secteurs où on garde les logements, on les offre pas là, en location court terme, qui deviennent l'équivalent des chambres d'hôtel. Bon, c'est ça. Et dans le cas qui est justement dans le Vieux-Montréal, c'est interdit carrément. Alors, s'il y a... Oui, alors, le propriétaire semble dire qu'il n'était pas au courant et que c'est le locataire qui sous-louait. Bon. Bref, il y a des enquêtes nombreuses dans ce dossier-là. Là, au cours des prochaines semaines, on devrait avoir quelques éclairages là-dessus. Mario, évidemment, budget demain, on ne peut pas s'empêcher d'en parler. Éric Girard, donc, il va déposer son budget. Avant d'aller à ton commentaire, écoutons ce que le ministre des Finances avait à dire un peu plus tôt. Il y a un moment où un stimuli fiscal serait justifié, c'est lorsque l'économie ralentit. Ce que vous qualifiez de promesse, je le qualifierais plus d'engagement. Bien avant la pandémie, nous étions conscients que les Québécois avaient un niveau de fiscalité extrêmement élevé lorsqu'on le compare aux autres provinces puis à l'OCDE. Et c'est pour ça que dans le premier mandat, on a fait plusieurs mesures pour remettre de l'argent aux contribuables. Et demain, on verra l'ensemble des mesures. Bon, ce qu'on décode, évidemment, c'est que le gouvernement est déterminé à remplir sa promesse de baisse d'impôts. Absolument, mais je pense pas que personne n'en ait douté au cours des dernières semaines. En même temps... Non, mais il y a eu des critiques nombreuses.
Oui, mais il y a toujours des critiques. En partant, il y a une partie... Tu sais, il y a des gens qui ont émis... Je voyais un groupe là, très, très social la semaine passée qui faisait une étude quasi humoristique qui disait qu'il y a un 35 % des gens qui ne payent pas d'impôts, la mesure ne va pas leur bénéficier. Ça, c'est sûr. C'est la date là, comme étude, on comprend. Mais tu sais, c'est des gens qui ne payent pas d'impôts. Il faut aussi comprendre que ces gens-là bénéficient de la santé, de l'éducation, de tout un... Puis c'est peut-être pas leur faute s'ils ne payent pas d'impôts. Ils sont peut-être dans une passe difficile où ils ont perdu leur emploi, mais ils bénéficient quand même un ensemble de services financés par ceux qui payent des impôts. Donc, c'est sûr que s'il y a une baisse d'impôts, elle va profiter seulement à ceux qui payent des impôts. La seule affaire, c'est que moi, j'ai cru comprendre aujourd'hui, par la façon dont le ministre faisait ça, organisme communautaire, etc., je pense qu'il va quand même avoir voulu, là, demain, j'ai hâte de voir, mais il va vouloir répondre à la critique là, des baisses d'impôts qui sont pas pour tout le monde. Et probablement qu'il y aura aussi des mesures pour les plus démunis de la société, d'aide communautaire, d'aide aux banques alimentaires ou je sais pas quoi. Mais on voudra aussi montrer que dans cette période où l'inflation frappe tout le monde, mais frappe évidemment plus durement les gens à très faible revenu, on voudra montrer que même si eux bénéficient pas, touchent pas aux baisses d'impôts, évidemment, ils en payent pas, mais on a pensé à eux. Là. Ils ont pas été les oubliés du budget. Oui, parce que encore une fois, je reviens à l'étude de chez Airblock. On avait une représentante un peu plus tôt. Il y a quand même 2/3 à 3/4 des gens qui se demandent s'ils vont pouvoir payer là, les biens essentiels ou même se cherchent peut-être un deuxième revenu. Alors, on est dans une situation bien particulière avec la hausse du coût de la vie. Là. Oui, absolument. Puis la hausse des hypothèques. Puis, en fait, la hausse du coût de la vie a frappé particulièrement les biens essentiels. Le logement et l'alimentation, c'est les deux choses qui ont été le plus durement frappées. Par contre, s'il y a une chose un peu positive dans tout le bordel présentement dans le monde bancaire, aux États-Unis, en Europe, ça calme un peu les banques centrales, j'ai l'impression. Et déjà au Canada, la Banque du Canada avait dit on pense pas remonter les taux d'intérêt, mais certains analystes sceptiques disaient ils vont être obligés de les monter en cours d'année. Là, j'ai l'impression que le risque de hausse de taux d'intérêt en cours d'année vient de rebaisser. Là. Les banques centrales sont quand même conscientes qu'elles ont causé du dommage à l'économie et même aux banques, là, avec imaginez aux ménages. Bon, je terminerai avec un autre dossier. Caroline Saint-Hilaire qui s'en va à la francophonie. Ouais, ben moi, j'ai toujours, depuis qu'elle est mairesse de Longueuil, j'ai trouvé que c'était une bonne mairesse, s'occupait bien de ses affaires. On l'a eu comme collègue, je trouvais que c'était une excellente personne, s'est présentée aux élections, peu importe le parti, je trouvais que c'était une contribution. Je ne vais pas commencer à parler en mal d'elle. Je veux dire, c'est quelqu'un de très respecté et respectable, qui a une carrière brillante. Alors, tant mieux, ça peut aller servir le Québec ailleurs. Et, tu sais, la mesquinerie des partis d'opposition là-dessus, c'est vrai qu'on veut pas de nomination partisane, de voir quelqu'un qui se ramasse dans un poste pour lequel elle n'a pas la compétence, elle n'a pas les connaissances, juste parce qu'elle est un ami du parti. Mais à l'inverse, tout parti confondu, moi, je ne vais pas accepter qu'on salisse des gens de qualité juste parce qu'ils ont pris un engagement politique. C'est pas mieux que l'autre extrême, là. Donc, moi, je salue cette nomination-là et j'espère qu'elle aura un excellent mandat à la francophonie. Toute une organisation. Pas facile de travailler là-bas. Merci, Mario. Ça, c'est effectivement le cas. Salut. Au revoir. Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles.